Bonjour, nous revoilà cet après-midi aux 3e assises régionales de la dictologie sur le thème e-santé et addiction. Nous avons déjà traité du sujet ce matin et il est vrai que ça a soulevé plein de questions et notamment nous sur cet atelier de l'après-midi, c'est e-santé et les outils mobilisés. Je titrerai cette conférence entre opportunités de progrès et vigilance. Je remercie le comité d'organisation pour m'avoir invité à animer cette conférence thématique. Marie-Ange Testelin, directrice Hauts-de-France Addiction. Je remercie également la brochette d'intervenants qui ont bien voulu accepter de prendre la parole sur cette conférence thématique. Vous allez voir que ça va être très enrichissant. Merci à vous. Vous aurez l'occasion de prendre le micro et de vous présenter individuellement. Si l'on considère que les outils développés dans le champ de l'e-santé apportent un service réel rendu dans la prévention, le repérage, le diagnostic et les traitements des addictions, alors ils doivent être promus comme outils de lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé. En conséquence, la question n'est plus « ces objets et outils utilisés sont-ils pertinents ?» mais à quelles conditions le sont-ils? À quelle finalité répondent-ils? Auprès de quel type de public sont-ils pertinents? De quelle manière compensent-ils ou complètent-ils les stratégies traditionnelles, nos prises en charge traditionnelles? Quels facteurs sociaux, environnementaux potentialisent-ils ou limitent-ils les effets sur le changement de comportement de nos usagers, patients, accompagnants? Quel impact en fonction du gradient social? On a bien vu ce matin les éléments d'inégalité territoriale de santé et d'équipement. Pour répondre à cela, il s'agit de définir les objectifs et les contours de leurs usages. Sur quels ressorts psychosociaux s'appuient-ils? À des fins de santé? Sur quelles relations bâtissent-ils leur fondement? Vont-ils réduire le rôle de l'usager comme acteur de santé ou au contraire contribuer à une meilleure autonomisation des usagers sous réserve? Et on l'a vu ce matin qu'ils disposent des compétences nécessaires acquises à travers l'éducation, la formation ou l'accompagnement par nous les professionnels. Je vous propose à travers 3 exemples concrets de pouvoir réfléchir, mais répondre surtout à comment les outils sont susceptibles d'accompagner le changement de comportement dans une perspective, bien évidemment, de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé dans notre région. Comment les outils répondent-ils à des problématiques du prendre soin? Comment génèrent-ils des coopérations entre professionnels, addictologie, psychiatrie, santé mentale? Et comment réinventent-ils nos interventions en prévention par le pouvoir d'agir des usagers ou des publics que nous rencontrons? Il s'agit en réalité de dépasser la perception de ces objets comme de simples outils au service de la prévention et du soin pour les envisager comme constituant d'interventions complexes associant l'humain et le non-humain, l'individuel et la communauté et l'ensemble des facteurs environnementaux et sociaux qui contribuent à pondérer leur efficacité. Quel beau programme! Quel challenge nous nous sommes donnés cet après-midi pendant cet atelier de 14h à 16h sur e-santé et les outils mobilisés. Je laisse aussi la parole, parce que je suis accompagnée, au docteur Hirsch Vanhoenacker, Anne-Françoise, on la connaît, qui est médecin addictologue, vice-présidente de l'association généraliste et addiction Hauts-de-France, qui sera là avec nous, qui a ce rôle à la fois de faire des synthèses de ce que nous allons travailler cet après-midi, mais qui sera là aussi parce qu'elle a les yeux rivés sur le chat et cette noble tâche d'aller
susciter chez vous et retraduire ce que vous nous dites derrière votre écran. Donc merci Anne-Françoise, et je laisse la parole tout de suite au docteur François Loez qui va venir me remplacer au pupitre avec un diaporama, parce que nous allons travailler la question autour de 3 sujets. Prédis, c'est quoi? Dites-nous un peu. Et après, on laissera la parole aussi aux autres intervenants. D'où est venue? C'est quoi cette histoire Prédis? À vous. Bonjour. Je ne suis pas tout à fait rompu à ce genre d'exercice. Vous pouvez enlever votre masque si vous êtes. Voilà. Et hop, je vais éteindre la chair, comme ça on verra bien. Vous prenez la zapette. Yes. Donc bonjour, donc François Loez, je suis médecin généraliste installé à l'Homme, à côté de Lille depuis une dizaine d'années. Et je suis récemment élu à l'URPS. Alors l'URPS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est toujours un tout petit peu difficile à expliquer. C'est l'acronyme de Union régionale des professionnels de santé. Et donc il y a un URPS médecin comme pharmacien, infirmier. Et moi, mon rôle à l'URPS, c'est je fais partie de la commission prévention. Donc c'est un peu à ce titre-là que je viens vous parler aujourd'hui. Et je suis aussi assez intéressé par l'outil Prédis que je vais vous présenter. L'outil Prédis, pour faire simple, je vais essayer. Prédis, c'est une commande de l'Agence régionale de santé, de l'ARS, pour avoir un accès, une plateforme de e-santé à destination des médecins, des professionnels de santé en règle générale, et qui serait public et donc qui ne serait pas du domaine privé. Prédis, il y a notamment plusieurs briques dans Prédis avec un espèce de dossier médical et beaucoup d'autres services qui sont associés. Et notamment, là, ce qui a été très utile pendant la pandémie, c'est l'outil de téléconsultation. L'outil de téléconsultation, donc ça a permis à beaucoup de médecins pendant la pandémie de continuer à pouvoir voir leurs patients donc en visio, et a permis de garder un lien, même s'il est peut-être un peu moins fort, mais on en reparlera peut-être plus tout à l'heure, de garder un lien avec les patients, et ça permet de pouvoir communiquer, de pouvoir les voir, de ne pas perdre le contact. C'est pas du tout adapté évidemment à des problèmes de santé physique. Si vous avez mal au ventre et que vous faites une téléconsultation, c'est bien gentil, mais je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Et donc voilà, mais ça peut rendre beaucoup de services, et notamment par exemple en addictologie. Prédis, ce n'est pas qu'un service de téléconsultation, il y a beaucoup de services de télésanté. Par exemple, il y a la téléexpertise qui permet d'avoir un avis d'un spécialiste sur quelque chose en particulier. Il existe notamment un outil qui a été développé par l'URPS de téléexpertise en dermatologie, qui est très intéressant parce que vous savez qu'on a du mal à accéder aux dermatologues. Il n'y en a plus beaucoup dans notre région. Et donc, les médecins généralistes peuvent prendre en photo des lésions dermatologiques avec les antécédents des patients et les envoyer à des dermatologues qui donnent un avis. Il y a un service de télésurveillance. Par exemple, on a utilisé pendant la crise Covid un service de télésuivi pour les patients qui avaient le Covid et qui recevaient 2 fois par jour un questionnaire de santé par SMS ou par mail, et qui permettait aux médecins de suivre un petit peu des indicateurs sur la fièvre, les difficultés respiratoires et tout ça. Il va y avoir aussi, et ça va être peut-être le plus intéressant dans le cadre de la discussion de cet après-midi, possibilité de faire des parcours, d'avoir accès à des parcours coordonnés entre les différents acteurs de santé. Je travaille
Par ailleurs, sur un outil qui s'appelle le Lab Parcours, qui est pour l'instant à destination des diabétiques et des insuffisants cardiaques, pour mettre en relation l'infirmier du patient, le pharmacien, le médecin généraliste et le spécialiste d'organes, donc cardiologue ou endocrinologue, et d'avoir un lieu commun pour avoir un chat sécurisé, échanger des fichiers et pouvoir faire des visios. Pour l'instant, on sert de l'outil Teams parce que Predis n'était pas prêt, mais normalement, dans les semaines ou les mois qui viennent, on va pouvoir utiliser Predis pour faire cette coordination. Donc c'est ce que je vous disais un petit peu, la crise Covid a accéléré l'utilisation des usages de Predis, donc avec le déploiement de la téléconsultation, téléconsultation que je ne faisais pas du tout avant mars 2020, et maintenant toutes les semaines j'ai 2 ou 3 téléconsultations, que ce soit en appelant directement le patient ou accompagné par les professionnels de ville. Ce qui m'arrive assez souvent, c'est au domicile des patients, de faire une téléconsultation avec l'infirmière, par exemple, ce qui nous permet d'avoir un échange entre le patient, l'infirmière et moi, qui me donne les constantes. Je peux poser des questions et c'est vraiment très pratique. Ce que je vous disais sur le lancement de l'outil de télésuivi des patients Covid, je l'ai demandé à le mettre dans le diaporama parce que je me suis dit que, éventuellement, en réfléchissant à cet atelier qu'on allait présenter cet après-midi, il serait possible d'avoir un outil comme ça à destination des patients pour, par exemple, un suivi de sevrage. C'est une idée que j'ai eue comme ça en préparant l'atelier, qui n'est pas du tout dans les clous pour l'instant, n'importe quoi, mais voilà, une possibilité serait par exemple de dire, ben voilà, vous envisagez un sevrage à tel produit, vous pouvez venir en consultation, mais je peux, si vous le souhaitez, vous garder un lien avec vous par un outil de télésuivi qui pourrait permettre d'alerter en cas de difficulté majeure et qui me ferait vous contacter par exemple. Voilà, l'outil de téléexpertise en dermatologie, ça je vous en ai parlé. Predis, quelques chiffres, donc c'est 2000 professionnels de ville inscrits, 80 000 téléconsultations, et donc c'est un financement par l'ARS et l'URPS médecins. C'est gratuit pour tous les médecins des Hauts-de-France grâce à l'URPS qui finance l'outil pour eux. Là, j'ai une diapositive sur comment ça se passe en pratique. Là, vous voyez le côté médecin. Donc le médecin, vous voyez, qui n'est pas moi, en bas à droite dans son petit carré, la patiente qui est en face, et on peut échanger des fichiers, des ordonnances, faire un résultat de consultation. Les patients peuvent aussi envoyer des fichiers via l'outil Predis. Ça c'est carrément autre chose. Quelque chose que j'ai pas mis dans le diaporama, mais qui est intéressant aussi, dans lequel, si vous voulez, on pourra peut-être revenir après lors de nos échanges, c'est dans le cadre des parcours coordonnés, éventuellement le rôle des CPTS. Alors, moi qui je déteste ces acronymes, j'essaye de les expliquer, sauf que CPTS, je ne sais jamais exactement complètement ce que c'est. C'est communauté pluriprofessionnelle... De territoire de santé. De territoire de santé, voilà. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas, sur des territoires, donc des bassins de population, les professionnels de santé libéraux se réunissent et se coordonnent entre eux. Donc c'est pluriprofessionnel, donc avec les infirmiers, les pharmaciens, les podologues, les kinés, les médecins généralistes, les médecins spécialistes, voilà, tous les professionnels se coordonnent et doivent mettre en place des projets qui doivent bénéficier à l'ensemble des patients de ces territoires. Et notamment, il peut y avoir des projets, par exemple, autour des addictions, et il peut y avoir des projets sur l'accès aux soins, il peut y avoir des projets sur voilà, plusieurs des parcours, plusieurs choses différentes. Dans le cadre de ces CPTS, l'outil Predis, Predis a un outil qui s'appelle Predis Pro,
qui va bientôt être disponible à partir du début d'année, qui va permettre aux professionnels de se coordonner entre eux au sein des CPTS. Donc ça, c'est un axe intéressant qui va faciliter les parcours normalement. Je vous ai mis ensuite 2 diapositives sur un peu autre chose. Parce que je me suis dit, si on parle de e-santé, il y a quand même des outils numériques qui ont changé notre pratique moi je parle pour moi, pour les médecins généralistes. Notamment, par exemple, il y a un site qui s'appelle Kit Médical qui recense tout ce qui est à destination des médecins, tous les sites qui pourraient nous aider dans notre pratique. Par exemple, là, j'ai tapé dans Kit Médical addiction et voilà ce qui est sorti. Donc, il y a, si on cherche des informations sur l'addiction à Internet, quelqu'un a créé un site sur lequel on peut aller pour avoir des informations. Et il y a, dans ce cadre de Kit Médical aussi, il y a des sites, par exemple, il y a beaucoup de clics sur les sites médicaux. Il y a AntibioClick pour trouver les bons antibiotiques, GestaClick pour suivre les grossesses. Et il y a notamment un Prévent-Click qui est très intéressant pour nous. Et vous avez vu à gauche, j'ai demandé à ce qu'on mette le menu déroulant qu'on peut voir. Et par exemple, ça traite de plusieurs addictions, alcool, cannabis, à chaque fois avec des fiches pratiques. Et j'ai demandé qu'on laisse aussi l'encart bienvenu, comme ça, si vous avez le temps de lire. Voilà, ce sont des outils pratiques, des fiches pour les patients, des fiches pour les médecins, des fiches pour d'autres professionnels de santé. Tout ça pour dire que la médecine a énormément changé, et la santé en règle générale, je trouve, a énormément changé depuis 4-5 ans, alors beaucoup depuis 2 ans, depuis le Covid, mais depuis 4-5 ans, avec Internet et tous les réseaux, que ce soit même des réseaux sociaux ou les partages de les France Addiction, qui doivent avoir des sites, un site aussi, partage d'informations, de fiches techniques, et on peut retrouver beaucoup de ressources et d'associations de patients et ce genre de choses qui peuvent nous aider dans notre pratique quotidienne. Voilà à peu près. Merci Monsieur Loez. Moi, si j'ai bien tout compris, donc vous avez dans un premier temps dit Prédis, ça nous facilite pour la prise de rendez-vous et notamment en filigrane de la crise sanitaire qui vient et que l'on vit encore des rendez-vous dédiés avec des patients. Donc ça, c'est un vrai outil de plateforme d'outils proposé aux médecins. Je retiens aussi cette opportunité pour accompagner dans un travail pluridisciplinaire sur un territoire avec Prédis Pro qui va arriver dans le cadre des CPTS, et je retiens un tout petit peu cette idée aussi de cohérence et de transmission entre professionnels, entre plusieurs professionnels, et notamment on est outillé avec des outils aujourd'hui qui dépassent la plateforme de rendez-vous. Oui, ce que je voulais vous dire, excusez-moi, allez-y. Je précise un tout petit peu sur mon histoire là de diabète et de sciences cardiaques. C'était pas du tout dans le sujet, on est bien d'accord. Bien sûr. Que ça va être porté sur Prédis, donc on va pouvoir, dans le cadre des CPTS, l'utiliser pour tous les parcours complexes. Et notamment, souvent dans le cadre des addictions, ce sont des parcours complexes. Et on intervient, on a besoin d'être à plusieurs, d'être en pluriprofessionnel pour pouvoir au mieux aider les personnes. Oui. Et grâce à cet outil, alors c'est toujours mieux de le faire en physique, mais on peut aussi, vous savez que les médecins notamment ont des agendas un peu chargés, surtout en période de crise Covid, et donc si on peut éviter des temps de déplacement et faire ces réunions pluriprofessionnelles dans le cadre de visio, ça va être un apport important. Mais venez nous rejoindre parce que vous savez que l'atelier est découpé en plusieurs parties et nous parlerons de tous ces ressorts et de tous ces leviers positifs que vous trouvez par ces plateformes et innovations. Je vais mettre en lumière les 2 personnes qui sont autour de moi. Je rallume le bureau parce que je vais donner la parole à l'association Le Mail, mais je me retourne vers Anne-Françoise Hirschmann-Olarke. Y a-t-il déjà des questions, des interrogations ? Alors, je ne vois pas de questions sur le chat, oui. Mais moi, je voudrais quand même insister parce que il faut se rendre compte de l'évolution pour les médecins. Aujourd'hui, c'est normal de prendre un rendez-vous, mais je vous rappelle que
il y a moins de 10 ans, même encore, on va dire il y a 5 ans, il y avait des consultations et vous faisiez la queue pendant 1 heure, 2 heures, enfin pour aller chez le docteur, on ne comptait pas. Donc plus personne ne se rend compte de ce service rendu par, entre autres, cet outil, mais bien d'autres. Ça, c'est la première chose qui me semble importante à souligner. Et puis, François l'a dit, garder un lien, ne pas perdre le contact, c'est la question de la continuité du parcours de soins, qui est quand même, pour nous les soignants, quelque chose qui est essentiel. Et donc, ces outils, même si ce matin on a évoqué certains inconvénients, c'est un service réel pour tout le monde. Alors, on va faire en sorte que ce soit aussi un outil pour lutter contre les inégalités sociales, comme on l'a dit, mais déjà, tous ceux qui s'en servent sont dispensés de faire la queue 3 heures chez le médecin, il faut s'en rendre compte. Après, moi, j'ai quand même, à titre personnel, des questions. Entre autres sur la question des CPTS et de la coordination. Il s'agit d'une coordination des libéraux entre eux. Or, en addicto, le médical, le sanitaire, c'est important, le médico-social a la même importance, j'allais dire quelquefois, voire plus. Et donc, l'étape suivante, ce sera la coordination entre le sanitaire et les médico-sociaux. Et il existe des outils dont l'intervention... on parlera tout à l'heure de ces nouveaux leviers. Ça, c'est quelque chose qui me paraît important. Et par respect pour le professeur Nassila, tu parles de sevrage qui pourrait être une bonne idée avec l'outil. L'ARS vient d'accorder au professeur Nassila des fonds spéciaux pour avoir justement sevrage à domicile avec téléalarme, enfin tout un dispositif de téléconsultation par un médecin dédié. Donc ce sera un exemple à éventuellement après reproduire ultérieurement. Alors ça a été annoncé en exclusivité ce matin par l'Agence régionale de santé aux Assises. Donc je pense que le docteur Loez s'en trouve totalement réjoui. Voilà. Donc c'était des hypothèses qu'il avait déjà relevées comme étant des champs des possibles. Donc merci pour cette première intervention. Moi, autour de la table, j'ai Caroline Le Gallès, donc directrice de l'association Le Mail, accompagnée de Julien Dugroupret. Je pense que c'est ça, je l'ai bien dit, bravo. Merci, qui est donc plutôt intervenant social au CARUD. Et toujours dans cette même idée, comment et pourquoi on se retrouve autour de la table pour parler e-santé, outils mobilisés. Ça vient bien d'une histoire de quelque chose autour de la réduction des risques et des dommages. On en avait quand on a travaillé pour préparer l'atelier. Donc Caroline me faisait état de ce projet de la réduction des risques et des dommages en santé sexuelle notamment, et qui a pris du sens et de l'envol pour l'association Le Mail. On verra ensuite en deuxième partie comment de cette initiative sont nés des outils, des interventions. Donc la parole à Caroline. Merci. Merci. Donc effectivement, nous on va parler à 2 voix. Le micro est tout bien ouvert, donc le micro est bien ouvert. Parfait. On parle fort, voilà, dans le micro. Merci. D'accord, je parle plus fort. Donc effectivement, nous on va vous faire plutôt une présentation à 2 voix en 2 temps. Donc dans un premier temps, moi je vais parler de l'utilisation des réseaux sociaux au sein de notre service prévention. Et effectivement, Julien abordera sur le deuxième point tout ce qui est RDR. Au sein de l'association Le Mail, le service prévention a élaboré il y a une dizaine de mois maintenant un projet autour du réseau social Snapchat. Ce projet, il vient d'où ? Il vient d'une demande des jeunes qui sont touchés en intervention dans les collèges et les lycées, en intervention de prévention primaire, qui avaient pour demande une continuité à ces interventions. Est-ce qu'on pourra vous recontacter ? Comment je peux vous joindre ? Il y a des questions que je n'ai pas osé poser devant le groupe. Comment je peux vous les poser ultérieurement ?
Ça, ajouté au constat des professionnels d'une absence de lien et de continuité finalement de parcours entre le public vu dans ces actions de prévention, qui représentent un peu plus de 5000 jeunes par an sur le département de la Somme, et la consultation jeunes consommateurs. On ne retrouvait pas cette passerelle. Donc les équipes ont travaillé autour du réseau Snapchat. Pourquoi ce réseau-là ? Ce qui est mis en avant par les jeunes, c'est que c'est éphémère. On peut envoyer une photo, on peut vous envoyer un texte qui, à la lecture, après se supprime. Donc on ne peut pas réutiliser ou divulguer ce que le jeune peut dire, peut poser comme question sur ce réseau. Donc c'était plutôt rassurant pour les jeunes. Donc l'équipe a travaillé autour de ce sujet. L'objectif, c'est de faciliter le lien sur l'après-action collective. Faciliter le lien, permettre de poser des questions, faciliter l'accès aux soins, l'accès à des réponses très précises, parce que les jeunes posent des questions très précises sur ce type de sujet. Et également d'orienter aux besoins vers un dispositif d'accompagnement X ou Y après. Très concrètement, comment ça se passe ? Un intervenant fait une présentation en collectif et il remet à la fin à chacun une petite carte, format carte de visite, avec l'adresse du Snapchat de l'intervenant. Ils ont fait le choix de ne pas utiliser de pseudonyme, mais d'avoir mis leur prénom. Et comme ça, on peut contacter après Juliette ou Ludovic via le Snapchat. On a eu des retours de contact, parfois juste dans les jours qui ont suivi, parfois quelques semaines après, voire quelques mois. Mais comme quoi, cette petite carte, elle n'est pas perdue. Aujourd'hui, l'état des lieux qu'on peut faire en 10 mois, c'est 27 personnes qui ont sollicité, 27 jeunes qui ont sollicité via Snapchat suite aux interventions. Et 22% de ces jeunes ont été orientés vers la consultation jeunes consommateurs, qui après a pu recevoir également l'entourage dans certaines situations. Ça a débouché sur des accompagnements divers et variés qui peuvent être de très courte durée, 1 ou 2 rencontres, ou un peu plus longues. Donc pour nous aujourd'hui, c'est plutôt un dispositif qui est probant parce qu'il est arrivé de la demande des jeunes. C'est plus facile, ce qu'ont pu aussi dire les 22 jeunes qu'on a revus derrière, c'est que finalement c'est plus facile d'aborder certains sujets derrière un écran de smartphone plutôt qu'en face à face avec une personne. Maintenant, c'est un véritable outil de prévention et par la suite, vous verrez aussi que c'est un outil de réduction des risques. Et puis en conclusion, tout à l'heure, on parlera de la suite. Voulez-vous prendre immédiatement la parole pour parler de RDR ? Oui, c'est intéressant de faire cette suite parce que, si vous voulez, ça a du sens d'un lancement d'un projet autour de Snapchat. Comment vous, en Carude, vous avez aussi mené des actions via un autre réseau ? Voilà, allez-y. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Donc, je viens du Gros Pré, je suis éducateur spécialisé au Carude de Saint-Quentin. Donc en gros, nous on n'a pas vraiment utilisé Snapchat, on est passé sur une autre observation. D'abord, c'était une action qui existait il y a à peu près 3-4 ans, mais c'était sur des lieux de rencontre physiques. Au vu en fait de la crise sanitaire, on s'est rendu compte que effectivement on pouvait plus sortir, etc. Donc du coup, on est vraiment passé sur le côté internet. Avec les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit des chats, que ce soit des plateformes, et on a surtout travaillé autour de la cybersexualité parce que il y a de la prostitution qui se développe également sur Internet. Donc des fois, c'est même pour les personnes qui sont sur le net plus rassurant que d'aller en bord de route, aller voir un camion alors qu'il y a du passage, il y a des voitures, etc. Alors que là, sur Internet, tout se passe en intime, on va dire. Et à partir de là, on a commencé à tout développer sur les chats, sur des plateformes d'escorting, en téléphonant aux escortes. Oui, on est passé par là aussi. Ce qui nous a permis... dans le but de bien identifier on va dire l'information, le système d'information. Tout à fait, c'est ça.
Ça nous a permis de se rendre compte aussi qu'il y avait énormément d'annonces. Je ne pensais pas qu'il y en avait autant, et en fait, bah si. Donc on développe vraiment bien ce côté-là. Après, c'est un outil qui nous permet aussi d'informer autour de la réduction des risques, autour des maladies, surtout autour du VIH, des hépatites, mais aussi des autres IST, parce que on se rend compte qu'il y a une forte méconnaissance des maladies sexuellement transmissibles. Donc du coup, on développe aussi ce côté-là avec nos infirmiers au sein du CARUD. Ça nous permet aussi d'orienter ensuite vers des structures comme les Cégides ou les hôpitaux. Voilà, on fait vraiment du partenariat aussi avec d'autres structures. On est en lien avec l'association Aide également, qui nous permet de les orienter quand nous on ne peut pas intervenir. Enfin, il y a vraiment un travail en partenariat qui est très développé et qui se développe de plus en plus, surtout depuis octobre 2020. Voilà pour à peu près les grandes lignes. Après, ça nous permet aussi d'intervenir. Si j'ai bien compris, c'était pas forcément le besoin identifié, c'était pas de par votre public qui fréquentait le CARUD. C'est plus une idée. C'est global. C'est du global, mais mon autre angle d'approche, c'est aussi autour des pratiquants du chemsex. Voilà, c'est parce que le sexe est souvent associé, surtout dans cette pratique-là. Donc le chemsex, concrètement, oui, grâce aux applications de rencontres, ça me permet d'être au courant des plans, d'informer que nous on existe, qu'on peut donner et distribuer du matériel de consommation à moindre risque et à usage unique. Donc tout ce qui est nécessaire à l'injection, au sniff, à la fume, etc. D'informer sur les modes de consommation également, d'informer sur les produits, parce qu'il y a souvent un mélange de produits qui peuvent faire des ravages. Donc on explique bien un peu les mélanges, quels sont-ils, et sachant que dans l'équipe je suis également collecteur synthèse, qui me permet de vérifier et de voir un peu ce qui tourne sur le territoire de l'Aisne pour le moment. Voilà. D'accord, soit nous poursuivons, mais vous savez qu'on a une autre présentation d'un autre pour comprendre concrètement comment ça s'est matérialisé, puisque aujourd'hui, pour en avoir vu les applications, ça devient un vrai projet de l'association Le Mail que d'aller communiquer donc avec divers publics, et on les voit à travers les outils que sont les réseaux sociaux. Donc, et on voit que c'est pas chose facile, parce que là vous êtes jeunes, donc sûrement plus habilités que nous à aller travailler sur ces sujets, mais on va voir que c'est des vraies problématiques à l'intérieur des associations. On en parlera dans un deuxième temps, si vous me le permettez. On va juste laisser la parole à la troisième structure que j'invite et qui va venir au pupitre, à moins que pendant que je m'installe, que je fasse tout le briefing de nettoyage, parce que nous sommes dans des conditions sanitaires à nettoyer. Donc voilà, la zappette. Je vais juste... Oui ? Je vais juste m'informer d'une question. Utilisez-vous cette plateforme pour de la prévention sous forme de story? Donc les plateformes, je pense que c'est soit Snapchat, probablement c'est Snapchat. Qui veut répondre à ça? Donc la question c'est, est-ce que vous utilisez donc cette plateforme pour de la prévention sous forme de story? Alors oui, effectivement, les collègues du service prévention de l'association peuvent poster sous forme de story de la prévention, des messages de prévention, mais aujourd'hui c'est pas quelque chose qui est fortement développé. Ça fait plutôt partie des perspectives à venir. C'est quand même encore tout nouveau dans les pratiques et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Et j'en profite si j'ai encore 2 secondes. Bien sûr. Pour François, il y avait des questions qui sont arrivées en différé. Première question, est-ce que Prédis Pro est accessible ou sera accessible aux IDE?
Oui, c'est Predispro, c'est un outil. Alors, je ne suis pas spécialisé Predis non plus. Hein, je connais quelques petites choses, mais je ne suis pas l'éditeur. Bon, en tout cas, ce que j'en ai compris, c'est que c'est un outil à destination de tous les professionnels de la CPTS. Donc les IDE, comme les pharmaciens, c'est vraiment un outil de coordination entre les différents professionnels. Ok. Et dernière remarque. Par rapport au rendez-vous, le problème des rendez-vous, mais c'est que c'est quand même limité. Et une remarque qui dit quand les patients n'arrivent pas à avoir de rendez-vous avant plusieurs jours, ils viennent aux urgences et on sait ce que ça veut dire. Ils attendent des heures et c'est la. Est-ce que ça a accéléré le nombre de rendez-vous depuis la crise en téléconsultation ? Alors, il y a plusieurs choses. À propos des rendez-vous, quelque chose auquel je pensais tout à l'heure, mais dont on n'a pas parlé, c'est par exemple Doctolib. Doctolib qui est un acteur maintenant majeur. Alors moi je ne suis pas sur Doctolib, je suis un peu anti-Doctolib, je vous avoue, j'ai une secrétaire sur place. Parce que je pense qu'il y a un lien qui est beaucoup plus important avec une secrétaire qui connaît les patients et tout ça. Mais j'ai des amis qui ont Doctolib pour la prise de rendez-vous et ils me disent que ça fait il y a beaucoup de gens qui prennent rendez-vous sur Doctolib et qui ne viennent pas. Ça crée des soucis au niveau des agendas des médecins parce que voilà, on n'a pas énormément de disponibilité et quand les gens prennent rendez-vous et ne viennent pas, ça bloque 15 minutes, 30 minutes, ça bloque des créneaux. Donc ça c'est pratique pour l'accès aux soins, pour trouver des rendez-vous. Mais le mauvais côté, c'est ça, c'est le manque de lien et la possibilité de la part. On gardera ça, c'est vrai, pour des éléments de frein aussi, en disant le non-respect des rendez-vous derrière pris sur ces plateformes, c'est un point à identifier. Ensuite, pour la téléconsultation, effectivement, je trouve que ça permet quand même, ça permet d'autres usages. Par exemple, j'ai des patients qui sont partis à Dunkerque, c'est tout très concret, hein, mais bon, des patients qui sont partis à Dunkerque et qui ne trouvent pas de médecin à Dunkerque, parce que la situation là-bas est vraiment très compliquée. Et pour l'instant, je reste leur médecin traitant, avec la plupart des consultations où il n'y a pas d'examen physique à faire en téléconsultation, et de temps en temps, ils se déplacent. Voilà, ça a des limites, mais ça permet un accès aux médecins qui est peut-être facilité par rapport à certains endroits où il y a une désertification. Une autre question ? Non, c'est juste une remarque. Pendant que la caméra est braquée sur la prochaine intervenante, oui. Si vous pouvez venir, il y a une demande pour les liens de Snapchat et les liens pour la cybersexe. Donc éventuellement, si vous pouvez venir la noter ici. On le fera, on va le faire. On dit au public, internautes, on va le faire pour éviter les passages de levée dans des conditions, on est obligé de remettre les masques, pas les masques, on vient de... Mais on le fera, on peut vous le promettre, on va demander à la structure. Donc moi je suis ravie d'accueillir 3 personnes de Prepsy Contact et de la Fédération Addiction, puisque c'est un projet commun. Donc la parole est à vous, vous présentez vos collègues, vous démarrez, et puis au fur et à mesure, et on se revoit juste après. Je vous éteins la lumière pour qu'on puisse voir votre diaporama. Je ne sais pas si le micro il marche. Si, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Moi je suis Salima Legui, je suis chef de projet au sein de l'association Prepsy. Je suis accompagnée par mes 2 collègues Anaïs Paré qui est chargée de mission au sein de Prepsy et Manon Scavenus qui est chargée de projet à la Fédération Addiction. Moi je vais vous présenter la première partie pour expliquer les missions et les différentes phases de mise en œuvre de notre programme Prepsy Contact et les acteurs ciblés par notre programme. Ma collègue Manon va vous présenter les outils qui ont été développés dans le cadre de notre programme. Et enfin, Anaïs Paré va vous présenter les difficultés et les freins rencontrés lors du déploiement de notre programme. Prepsy Contact, c'est un programme national
donc financé par le Fonds de lutte contre les addictions. Porté en partenariat, en partenariat avec la Fédération Addiction et le laboratoire Laroquois, donc qui est un laboratoire de management, donc de l'Université Saint-Quentin-en-Yvelines. Prepsi Contact, donc c'est un outil digital, mais pas que, de bridging sanitaire médico-social, donc au bénéfice de la coopération et de la coordination des acteurs de la psychiatrie, de la dictologie, mais aussi des médecins de ville qu'on va vous présenter aussi par la suite. Donc le programme est aussi en direction des usagers qui souffrent à la fois de troubles psychiques et d'addiction. Donc, pour mieux adapter nos actions dans le cadre de ce programme, donc nous nous sommes basés sur un constat. Le constat dit que 1 à 2 personnes de la population française souffrent de troubles du spectre de la schizophrénie. 80% des troubles psychotiques se révèlent entre 16 et 30 ans. D'où notre public cible qui est âgé entre 15 et 25 ans. Parmi cette population spécifique, qui souffre de troubles du spectre de la schizophrénie, plus de la moitié d'entre eux consomment du tabac, 2 sur 5 personnes consomment du cannabis et 35% d'entre eux consomment de l'alcool. Donc ces consommations de substances psychoactives peuvent engendrer des impactent l'efficacité des traitements, peuvent être aussi la raison des aggravations des troubles et peuvent aussi créer d'autres effets secondaires et surtout créer des ruptures de parcours de soins. Il est à noter que aussi le risque de déclencher une schizophrénie est multiplié par 2 chez les consommateurs de cannabis, en particulier entre 15 et 25 ans. Nous sommes basés aussi sur un deuxième constat, mais plutôt axé sur les professionnels qui accompagnent ce public spécifique, notamment les professionnels de la dictologie et de la psychiatrie. Dans ces deux secteurs, on a on a un soin cloisonné entre ces différents secteurs de métier. Ces professionnels sont plutôt centrés autour de leur spécialité, mais ne travaillent pas forcément en collaboration. Il a noté aussi des injonctions contradictoires face aux ces deux professions. Ils sont à la fois en compétition et on leur demande aussi de travailler en coopération. Donc en compétition pour répondre à des appels à projets, par exemple, et pour autant ils doivent travailler ils sont invités à travailler en coopération. Il a été constaté aussi différentes difficultés liées à différentes temporalités d'organisation budgétaire et différentes dans les différents secteurs. Tant pour les professionnels de la psychiatrie, de la dictologie, mais aussi des médecins de ville. Nous sommes aussi basés sur les constitutions des CPTS, donc les communautés professionnelles territoriales de santé, dont je vais vous parler par la suite. Ici, vous avez un schéma qui synthétise notre public cible. Le programme, comme je le disais, il est axé pour les professionnels des C1P, des CJC et aussi des CPTS. Pourquoi nous sommes aussi orientés vers les CPTS? Car on souhaitait travailler sur le repérage précoce et l'orientation donc sensibiliser ces professionnels de ville pour une meilleure orientation de ces usagers qui souffrent de double diagnostic.
Donc le programme est ciblé aussi, donc est axé pour les usagers qui souffrent de double diagnostic. Donc ici, l'usager n'est pas au centre, mais plutôt acteur de son propre parcours de soins et donc voilà, donc c'est PrépsyContact qui construit des pans et qui met en lien ces quatre acteurs. Voilà. Et tout autour, on travaille aussi en partenariat avec différents acteurs, on projette aussi plutôt de travailler avec la Maison des Ados, qui pourrait aussi nous orienter ces usagers-là pour qu'on puisse mieux les informer et les orienter. Juste si je peux me permettre et si j'ai bien compris, donc c'est à la fois une plateforme à destination donc des professionnels et donc vous essayez d'étoffer des ressources avec les professionnels et à la fois c'est une plateforme aussi pour le public. Voilà, je faisais juste on va dire un résumé des quelques diapos qui viennent qui viennent de passer, d'être diffusés. Donc, cette diaporama synthétise nos principaux objectifs. Comme je le disais, c'est pour les usagers et aussi pour leurs proches. Donc, pour l'instant, on est plutôt sur l'orientation de ces usagers. On crée aussi des outils d'interconnaissance et de collaboration entre ces différents acteurs. Notre objectif, c'est de faciliter la coordination, mais dans le temps. Donc, essayer de suivre au maximum nos binômes dans le temps pour que ça soit durable. Le principal objectif, notamment, c'est de fluidifier le parcours de cet usager qui souffre des deux pathologies. Donc ici, vous avez les différentes étapes de mise en œuvre du programme PrépsyContact. Donc en 2019, on a eu la réponse positive à l'appel à projet financé par le Fonds de lutte contre les addictions. En 2020, plusieurs instances de gouvernance ont été mises en place, notamment un comité expert qui est composé de différents professionnels, psychiatres, pharmaciens, médecins de ville, qui représentent vraiment un appui méthodologique, mais aussi un appui scientifique qui valide nos orientations et notre bibliographie concernant la pathologie du L. On a un comité suivi clinique qui est composé de binômes CMP-CJC, avec lesquels on a travaillé des outils pour mieux adapter nos outils à leurs besoins. Et on a aussi une équipe projet qui est composée de moi-même et de mes collègues pour justement faire le travail de terrain et rencontrer les professionnels directement chez eux. Et en 2021, on a renforcé notre axe sur les CPTS. Cette année, on a commencé à rencontrer les CPTS pour pouvoir les mettre aussi, les intégrer au programme. Et 2022, on projette plus renforcer notre axe usager parce qu'on a une ligne téléphonique, c'est Anaïs qui va vous en parler par la suite. Donc maintenant, je vais céder la parole à Manon Scavenus qui va nous présenter les différents outils qui ont été développés dans le cadre de notre programme. Je vous remercie. Merci. Je nettoie un peu le micro. Voilà. Super, merci Salima pour la présentation du coup de l'historique du projet. Du coup, moi je vais faire le bilan sur les outils concrètement qui sont proposés dans le cadre de PrépsyContact. Alors pour rappel, juste ces outils-là, ils ont été co-construits donc avec les binômes qu'a présenté Salima, c'est-à-dire qu'on est allé au contact du coup de ces binômes-là pour recueillir les besoins, pour leur proposer des outils qui correspondent au maximum évidemment aux besoins que les professionnels ont sur le terrain.
Ensuite, l'autre idée aussi, c'est que c'est des outils qu'on propose un peu sous le modèle de la boîte à outils, dans le sens où les pros ne sont évidemment pas obligés de se servir de tous les outils, parce que notre objectif est bien l'interconnaissance entre les professionnels, mais certains aussi, on a eu des retours comme quoi les professionnels évidemment se connaissent déjà, travaillent déjà ensemble, mais ont besoin de certains outils en plus. Finalement, on a aussi, on précise que ces outils-là, ils sont gratuits, ils sont tous disponibles sur le site Prepsy Contact, il suffit de s'inscrire, et après, donc, il y a accès à tous les outils. Alors, ils sont un peu, donc aujourd'hui, on a les deux types, on a les deux premiers, Bridging par la connaissance et Journée Yo, qui sont des outils en présentiel, et les suivants qui sont des outils en visio, en distance. Du coup, le bridging Prepsy Contact, qu'est-ce que c'est ? C'est donc l'objectif, toujours cet objectif d'interconnaissance entre les CJC, les CMP et tous les acteurs jugés utiles à la pratique professionnelle, à l'amélioration de la prise en charge des jeunes. C'est donc le bridging, une séance en fait en présentiel au sein d'une des deux structures, d'1h30 entre CJC et CMP, ainsi que donc, comme je disais, les partenaires jugés utiles. Par exemple, on a fait des séances avec la Maison des Ados, qui travaillait déjà avec les structures sur le terrain, aussi certaines avec une CPTS qui était intéressée pour comprendre les dynamiques en cours sur le terrain. Donc l'objectif, c'est bien de créer l'interconnaissance entre les services et les professionnels. Et donc la séance se déroule en plusieurs temps. D'abord, une présentation tour de table, en fait, du coup, de chacun des missions des professionnels. Et ce temps, finalement, est quand même important parce que ça permet de redéfinir quel professionnel fait quoi, mais aussi quel professionnel ne fait pas. Donc comme ça replace les contours de chacun. Ensuite, on crée, donc en général, on a fait ces séances avec une dizaine, quinzaine de professionnels, ou jusqu'à 6-7. Donc on crée des binômes, avec un professionnel de chaque structure, qui vont répondre à une fiche structure qui répertorie les différentes informations sur la CJC ou sur le CMP. Donc c'est les informations pratiques d'organisation des structures, par duo. Donc, dans un dernier temps, on fait ce retour avec tous les binômes, du coup, de temps en commun, où là, chaque binôme présente une partie de la fiche structure pour l'objectif à la fin qui est bien d'avoir une fiche structure complète qui présente tout le fonctionnement de la CJC et tout le fonctionnement du CMP. Et donc, ces temps de retour en commun, évidemment, s'adaptent en fait aux problématiques qui ont émergé pendant ces temps de duo. Donc des fois, on a eu les débats sur des cas pratiques, une situation d'urgence, comment on fait. Ça dépend des actions de chacun. Donc une fois qu'on a fait cette séance-là qui dure 1h30, 2 heures maximum, elle peut déboucher sur ce qu'on appelle les journées Yo, donc qui sont les journées observation, immersion, imprégnation. Donc basées sur cette fiche structure qu'on a remplie lors de la séance, qui permet un premier partage de connaissances entre les différents professionnels. Mais aussi, ce qui a été relevé et pointé comme important, c'est que les professionnels aillent dans les structures respectives de l'autre acteur pour pouvoir voir sur le terrain, dans la pratique, comment la structure marche. Et donc là, c'est un professionnel du CJC qui va se rendre en CMP et inversement, avec une fiche un peu pilote pour expliquer quelles observations faire et comment rendre cette journée d'observation la plus productive possible au partage d'informations après à chaque structure. Donc, on a aussi d'autres outils développés. Donc, là, on passe plutôt les outils en visio, en internet, enfin en visio du coup. Alors, les fiches interactions médicamenteuses, elles sont faites on les a faites avec le réseau PIC, qui est un réseau de pharmaciens spécialisé dans la communication, la vulgarisation d'informations. Et ces fiches prennent deux formats. Ces fiches PIC par rapport du coup à l'interaction médicamenteuse entre alcool psychotrope, cannabis psychotrope et tabac psychotrope. Donc ils prennent le format de vignettes, qui sont des vidéos rapides réalisées plus à destination du public pour vulgarisation en fait des effets. Et on a aussi les interactions, donc du coup toujours ces mêmes thèmes, mais sous forme de fiches qui sont là très techniques, plutôt à destination des professionnels et qui recensent les différentes informations. Donc là, on a ces 3 fiches-là qui sont disponibles pour l'instant, et on a une prochaine fiche qui va sortir sur du coup le CBD et fiche d'addictovigilance. Donc voilà les premiers outils. Je vais m'arrêter là pour respecter un peu la répartition entre les différents. Oui. L'homogénéisation. Ce sont les zones d'implantation ?
Alors c'est ça, en fait du coup on a fait... Des ressources identifiées, c'est ça? On a fait une cartographie du coup qui recense les CMP et les CJC sur le territoire pour que chaque structure puisse voir sur son territoire quelle structure est la plus proche. Et après, donc, soit pour les contacter directement, soit que nous, on peut faire le lien et créer... C'est un annuaire en fait aussi. C'est à la base d'un annuaire. Donc c'est bien, merci. Merci pour cette intervention. Alors on sait qu'après, il y a encore des outils présentés. On va juste faire un point. On rallume parce que je peux être sur le chat et vous savez que c'est notre interaction à nous hein, de pouvoir se remettre sur les éléments. Je rallume la chaire pour qu'on nous voit bien. Je me tourne vers Anne-Françoise Hirsch-Vanhoenacker. Que nous disent les internautes sur cette présentation ou sur des questions en général? Alors pour l'instant, j'ai pas de questions, mais quelquefois il y a un décalage, donc oui. Je vais me permettre de faire quelques... Plus fort, on n'entend pas. Quelques réflexions pour, on va dire, que le décalage puisse arriver. J'ai entendu effectivement l'intérêt pour moi du décloisonnement entre psychiatrie et addicto, c'est que le patient ne soit pas la patate chaude. Et ça, il faut quand même qu'on sache que c'était le cas avant. Hein. Donc, cet outil, je le trouve vraiment très intéressant. Et puis, par ailleurs, vous avez insisté sur la nécessité de cette coordination dans le temps. Parce que chacun dans nos structures, effectivement, on fait tous des coordinations entre les équipes, etc. Mais dans le temps, si les usagers changent de structure, effectivement, c'est pas si courant que ça d'avoir sur plusieurs années de la coordination. Et surtout dans un environnement qui est le leur, qui leur correspond. Donc voilà, je pense que c'est quand même des choses importantes. Et puis, moi j'ai entendu aussi que vous disiez, on réfléchit sur, quand on fait le bridging, à qui ne fait pas quoi. Et c'est vrai que souvent on dit qui fait quoi. Mais qui ne fait pas quoi, ça me paraît effectivement très très important d'insister là-dessus. Oui. Voilà. J'ai pas d'autres questions, donc je m'en tiendrai là pour maintenant. Moi, juste une, pour lever toute ambiguïté dans ma compréhension, c'est bien une structuration dédiée auprès des jeunes et pour les jeunes exclusivement, c'est-à-dire c'est un service dédié aux professionnels qui œuvrent auprès des jeunes. Juste pour... prenez le micro. Les micros sont branchés devant vous. Prenez si vous voulez répondre. Alors, en fait, c'est comme le projet, il est jeune. Et donc... Ah, c'est là. Oui. Donc, comme le projet est jeune, donc on a répondu à l'appel à projet en 2019. Donc, on a dû respecter, on va dire, les modalités de l'appel à projet. Donc, la première phase était de sensibiliser et d'orienter les professionnels, tout d'abord. Et ensuite, donc là, ce que Anaïs va vous présenter, donc par la suite, c'est notre axe usager. Donc, on a aussi une ligne téléphonique justement qui fait une petite, on va dire, intervention brève et oriente l'usager selon sa demande, selon ses besoins, mais que Anaïs va vous présenter tout à l'heure. Oui. Et on a aussi on crée des formations en ligne pour justement ces professionnels-là, pour sensibiliser ces professionnels. Donc vraiment le programme, il est à la fois pour les professionnels et aussi pour les usagers. D'accord. On a commencé par les professionnels. Voilà. D'accord, parfait. Je me tourne vers le docteur François Loez, médecin généraliste. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, allumez votre micro, il est allumé. Parfait. Bien, chef, il est fait. J'ai trouvé la présentation très intéressante. Je suis d'ailleurs assis en face pour pouvoir la suivre sur le... je pense que c'est vraiment, par exemple, au niveau des CPTS, comme ce que je disais tout à l'heure, les CPTS ont des projets de santé à mettre en place et ça permet d'identifier les acteurs au sein des territoires dans le monde libéral qui sont intéressés ou compétents sur le sujet et qui pourront être des relais
justement pour vos actions. Et donc, voilà, à mon avis, ça va créer du lien, votre action va créer du lien, et les CPTS sont une des sources, effectivement, pour parler à plusieurs professionnels, parce que c'est assez difficile d'aller parler aux professionnels libéraux. Je dis toujours la même chose, mais on est un peu sursollicité en ce moment, et on reçoit plusieurs dizaines, voire centaines de mails tous les jours, des appels téléphoniques qui sont filtrés par les secrétaires, et c'est assez difficile pour des acteurs d'associations, du médico-social ou d'autres, de pouvoir nous contacter. Et via les CPTS, à mon avis, c'est une très bonne porte d'entrée. Sachant que tous les professionnels de santé ne sont pas dans des CPTS. Les CPTS, c'est vraiment quelque chose qui est en cours de construction. C'est pas du tout facile à construire. C'est une énorme usine à gaz. Et voilà, il faut vraiment des gens très motivés pour créer ces structures, parce que c'est très compliqué. Et l'ARS et la CPM nous demandent de devenir des administratifs, d'écrire des protocoles et ce genre de choses, alors que nous, en général, en libéral, on est plutôt vraiment axé sur le soin, et ce sont des choses qu'on ne sait pas faire. Et parfois, si on fait rentrer un triangle dans un carré, ça ne marche pas, et pour des lignes ou des tableaux qui ne passent pas, c'est très pénible. Mais bon, bref, voilà, c'est quand même indispensable, à mon avis, que le libéral puisse se coordonner, se structurer. Et voilà, par le biais de cette plateforme un peu structurée, ça vous paraît être le bon outil pour croiser ces problématiques, addiction, santé mentale et jeunes, ça nous paraît être le bon outil. Écoutez, nous validons ici complètement dans cet atelier. Une question qui me vient, vous avez répondu à un appel à projet Fonds de lutte contre les addictions pour plusieurs années, je suppose, puisque... Répondez à votre micro en face, s'il vous plaît. Oui, donc en 2019, on a eu une réponse pour 2 ans. Et du coup, là, il a été prolongé jusqu'à 2023. Parfait, merci. Avant de passer vraiment à d'autres outils, parce que je sais que votre présentation après Psycontact, mais je donne la parole à tout le monde, ce qui est bien. Entre-temps, je regarde le docteur Anirsh Vanhoenacker, il n'y a pas de questions qui sont arrivées. Je passe la parole parce que je leur avais promis, et c'est comme ça que nous avons construit l'atelier. Allez un peu plus loin de votre présentation, parce que vous nous avez donné envie. Rentrez dans le détail. Caroline Le Gallès, la parole est à vous. Alors, déjà, je vais revenir par rapport à la demande de lien qui a été faite. Peut-être j'ai pas été claire sur les liens Snapchat. C'est pas des liens diffusés à tout public, mais uniquement aux bénéficiaires d'actions de prévention, dans une logique de continuer l'action au-delà de l'intervention collective. Ensuite, pour aller plus loin, moi j'aurais envie de parler un peu des freins et des leviers. Alors les leviers, on a la chance au sein de l'association Le Mail d'avoir des équipes très motivées, des équipes à l'aise pour certains avec ces outils de réseaux sociaux. Mais on a aussi des professionnels qui n'utilisent pas forcément au quotidien les réseaux sociaux. Et donc, ça, c'est un frein parce que du coup, il faut quand même... apprivoiser l'outil, comme on a dû le faire avec les ordinateurs, comme on a dû le faire avec la visio de par la crise sanitaire, comme on a dû le faire avec la téléconsultation, par exemple, comme vous le disiez tout à l'heure, docteur. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on va être du coup sur de la formation, sur aussi la valorisation de ce travail fait, parce qu'aujourd'hui, c'est des initiatives un peu à la marge. Ce n'est pas reconnu encore dans les pratiques d'accompagnement comme un outil, une valeur sûre, un dispositif probant d'utiliser les réseaux sociaux. Et pourtant, quand on s'adresse à ce public jeune, il faut aussi en adopter les codes. Voilà, on ne s'adresse pas à des jeunes comme on s'adresse à des personnes de 45-50 ans, comme on ne s'adresserait pas de la même manière à des seniors de 70 ans. Donc, pour ce qui est des freins et des leviers, en ce qui concerne le service prévention, on serait plutôt là-dessus. Après, Julien, sur le cas. Alors,
Pour le CARUD, au niveau des freins, on va dire que sur Internet, c'est facile d'échanger derrière un écran, mais on ne sait pas avec qui on cause. Et nous, en tant que professionnels, les personnes avec qui on discute, ils peuvent se dire « Ouais, mais t'es qui pour me parler de ma sexualité, de mes consos ?» Effectivement, c'est quelle légitimité je vais avoir. Donc derrière, ça peut être un frein dans les échanges, dans les dialogues. Alors après, j'essaye de bien montrer en tant que professionnel que effectivement, on est bien une structure, qu'on a des outils, des réseaux sociaux, donc je lui transfère tout de suite les pages Facebook, la page Instagram. Je dis après, je donne les coordonnées aussi téléphoniques, et s'il veut téléphoner, il tombera sur moi quoi qu'il arrive. Donc je pourrais bien, ou même sur un collègue, parce qu'en général on est 2 en IRDR numérique. Donc voilà, après c'est les freins que je peux identifier. On a les mêmes freins quand on a un travail de rue, parce que c'est du aller vers, et là c'est du aller vers numérique, et c'est au bon vouloir de la personne, c'est de la libre adhésion. Donc on est sur ce côté-là. Avec la crise sanitaire, des choses, on en est à la 4e vague, 5e, il y a des choses qui ont bougé, vous avez pris le temps de modifier vos pratiques, ça vous a... Je ne sais pas, dites-nous un peu ce qui s'est passé là pendant ces 18 mois. Pendant ces 18 mois, pendant le premier confinement, on ne faisait pas encore de RDR sexuel numérique ou IRDR tout court, plus ou moins entre guillemets, parce qu'on était sous forme de livraison par rapport à accéder au matériel. Malgré tout, ça a évité de faire des commandes en postal. Donc on diffusait l'information malgré tout sur Facebook, parce que les personnes peuvent nous suivre sur Facebook sans être amis. Notre page étant publique, ça permet de savoir où on est et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là. On a vraiment pu diffuser, transmettre et donner le matériel de cette manière-là. Ça permettait de maintenir un peu le lien, parce que nous on était autorisés à se déplacer avec nos attestations, les personnes pas forcément, surtout ceux qui habitaient dans les villages autour de Saint-Quentin. Donc on est passé sur ce plan-là. Les Saint-Quentinois pouvaient passer avec l'attestation. C'est ça. Bon. Mais on s'est adapté de cette manière-là, avec de la diffusion plus par message, soit directement sur les téléphones portables des usagers, soit par le biais d'Internet. Voilà. C'est ça marche, allez-y. Des freins avec l'outil numérique auprès des professionnels de santé, donc je parle des médecins parce que c'est le domaine que je connais le plus. Il y a aussi une inégalité assez importante d'accès. Alors parfois c'est un problème de connexion, mais aussi, souvent c'est un peu dépendant de l'âge, mais mes confrères qui sont plus âgés, pour une grande partie, ont plus de mal à se servir des outils numériques et à servir aussi des réseaux sociaux. Alors moi je suis sur Twitter, je suis un peu plus vieux, donc c'est un réseau social qui est un peu plus... pas comme Snapchat, pas très jeune. Snapchat j'ai essayé un peu, mais c'était pas trop ma tasse de thé. Mais voilà, donc tous mes confrères ne sont pas... ont du mal, il y a certains ont du mal avec les outils, certains n'ont même pas de dossier informatisé. Donc voilà. Mais moi, quand j'ai discuté avec l'association Le Mail, on m'a dit que c'était aussi quelque chose qu'ils avaient repéré. Et c'est vrai que, je le dis, c'est un vrai projet peut-être interne de formation en interne pour que tout le monde soit sensibilisé ou à obtenir des habilités pour pouvoir entrer dans ces réseaux, dans ces nouvelles stratégies d'aller vers par le numérique. Effectivement, là aujourd'hui vous avez quelques panels d'exemples entre le GCSMS Sato Le Mail et l'association Le Mail, mais on reste à la marge au sein des équipes. Et aujourd'hui, pourtant, dans cette logique d'aller vers de co-construction aussi avec les personnes qu'on accompagne, les jeunes, ils n'ont pas forcément d'appétence à co-construire un journal ou je ne sais quel autre outil. Par contre, ce que l'équipe prévention de l'association qui intervient auprès de nombreux jeunes a fait remonter, c'est l'appétence d'aller sur le réseau social. Alors, tout ça avec un paradoxe, qui est qu'on intervient aussi sur de la prévention par rapport aux écrans.
hein. Donc il faut réussir à jouer avec les deux côtés, on va dire. Mais aujourd'hui, c'est comme utiliser l'outil informatique dans nos pratiques. Ça serait compliqué aujourd'hui de fonctionner sans boîte mail. Il est possible que demain, ça soit compliqué de ne pas du tout apprivoiser les réseaux sociaux. Le Carune d'Amiens, par exemple, travaille également avec une page Facebook qui a été réactivée, réactualisée et qui diffuse des informations. Et c'est important parce que ça ne va pas toucher tous les publics, mais ça va toucher certains publics qui ne sont pas touchés par ailleurs. Donc il est essentiel qu'on s'adapte, qu'on adapte notre pratique à l'évolution de la société, à l'évolution des besoins de nos publics et surtout à leurs envies. Tout à fait, ça nous donne s'il n'y a pas de... Je regarde Anne-Françoise, donc on va poursuivre, puisque Prepsi Contact a aussi une plateforme, donc déconcentrée, on l'a vu, et un lieu de croisement de problématiques. Ils ont des outils. Le diaporama peut se poursuivre, et donc réexpliquez-nous en fait derrière ce que sont l'animation d'aller vers, puisqu'on vient d'en parler totalement, et comment après Prepsi Contact, le aller vers se matérialise. Merci de prendre la parole. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis Anaïs Paré, je suis chargée de mission pour Prepsi Contact. Donc, je voulais juste revenir sur l'intervention de Anne-Françoise concernant la coordination des soins pour répondre aussi. Peut-être qu'on est passé un peu vite, mais le nouveau paradigme sur les comorbidités psychiatriques, c'est de parler d'une pathologie à deux facettes, à la fois addiction et troubles psychiatriques, et c'est fait que la coordination peut avoir un impact pour un meilleur suivi, un meilleur rétablissement des personnes concernées, justement. Par rapport... Alors, non. Avec la servette, ça vous va? Oui. C'est parfait. Tout à l'heure, Manon parlait de la cartographie, un outil qu'on avait mis en place plus pour les professionnels, en toute franchise. L'outil qu'on met aussi en place pour les usagers, c'est une ligne téléphonique d'information et d'orientation sur les dispositifs à la fois psychiatrie et addicto au regard de la carto de la slide précédente. Donc la ligne, elle est toute jeune parce qu'on commence à la lancer. J'accueille les gens au téléphone. À terme, l'idée, c'est aussi de pouvoir former des personnes qui peuvent être écoutants, comme, je ne sais pas, écoutants au 115 ou ces choses-là. Donc avoir une capacité de repérer justement des premiers signes d'ordre souffrance psychique ou de consommation et de pouvoir orienter vers le meilleur professionnel. Ça peut être aussi l'entourage qui appelle. Je rappelle encore que la ligne et le programme sont nationaux et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, donc on peut orienter sur l'ensemble de la France. Ce qui nous semblait important quand on a fait le flyer, on peut en distribuer, c'était de noter cette notion d'anonymat qui a un peu aussi été citée pour protéger les jeunes, pour qu'ils puissent être le plus libre possible pour se livrer tel qu'il est. Et pour nous, après, c'est du coup plus facile pour informer et orienter. C'est une libre information qu'on propose et après, le jeune, il peut adhérer à l'accompagnement. On essayait aussi de diversifier les portes d'entrée. Donc par exemple, là, on a monté une page Instagram où à la fois avec les stories, comme vous le racontiez, on essaye de faire un peu de prévention, de véhiculer, puis avec aussi un peu des liens avec la pop culture, des choses qui peuvent les accrocher. Et à la fois en DM, donc c'est les messages, ils peuvent nous solliciter. Voilà. Pour revenir sur un outil plutôt dédié aux professionnels et qui va à la suite du bridging que Manon expliquait tout à l'heure, on a mis en place les e-intervisions. Donc on s'est inspiré d'un programme qui vient de Montréal, un programme ECHO,
qui sert en fait, c'est comme une réunion en ligne entre tous les professionnels qui sont adhérents à Prepsy Contact, donc qu'ils soient CPTS, CMP ou CJC. L'idée, c'est de pouvoir se rencontrer en ligne sur un temps assez court pour que ça soit pratique pour la plupart des professionnels et les libéraux, comme on a vu tout à l'heure, à partir d'un cas, d'une situation de double diagnostic, se poser, penser, voilà, qu'est-ce que c'est le double diagnostic et comment ça peut s'accompagner. Qu'est-ce qu'on entend par double repérage, double accompagnement, double prise en charge, ces choses-là. Et on essaie d'être accompagné à chaque fois d'un expert, qui soit psychologue, psychiatre, travailleurs sociaux, qui puissent venir apporter des éléments de réponse. Les objectifs, c'est que les acteurs puissent aussi se connaître entre eux, qu'on puisse échanger sur les pratiques et avoir un peu comme une montée un petit peu en compétences. On a réalisé la première le 7 décembre, donc la première c'est voulu national. À terme, ce qu'on aimerait, c'est arriver à en faire des régionales ou groupements de régions. Et de façon assez régulière, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, c'est important cette régularité dans le temps pour vraiment développer la culture du réseau, développer la culture de travailler ensemble, ces choses-là. Et là, je vous ai juste remis le cas clinique sur lequel on avait travaillé pour que vous puissiez, que ça soit plus clair. Alors là, j'ai marqué présentation d'un cas clinique d'une jeune... Allez-y, ça nous intéresse. Voilà. Présentation d'un cas clinique d'une jeune femme elle avait 22 ans, ayant des troubles schizophréniques avec un traitement de substitution à l'héroïne, qui est reçu par un médecin généraliste, et sur le pas de la porte, elle est venue accompagnée de sa mère qui était très inquiète sur son état psychiatrique, qui voulait une demande de réhospitalisation, j'ai synthétisé. Elle ne voulait pas du tout être hospitalisée, mais voulait partir en Bolivie pour aller consommer de l'ayahuasca. Et sur le pas de la porte, on apprend qu'en plus, elle a, depuis très longtemps, avec un autre médecin, un traitement de substitution à l'héroïne. Et c'est aussi pour montrer aussi l'éclatement des suivis qui peut être souvent le cas dans notre cœur de métier, on va dire. Donc là, les professionnels ont pu un peu questionner. L'idée, c'était aussi de créer un peu comme une grille de préconisation sur comment aborder la situation. Et après, on est Prepsy Contact, on anime, et on essaie de restituer un outil, comme on disait depuis tout à l'heure, qui peut être utile aux professionnels pour réutiliser les choses. Et même si c'est quand même du travail en dentelle, qu'on doit s'adapter à chaque fois, mais pour comprendre la logique globale. On développe aussi, excusez-moi, des modules de e-learning. On a voulu faire ça, ils ont commencé à être créés en 2020, en se disant, quand on voit les plans nationaux de stratégiques, que ce soit en santé mentale, psychiatrie, avec le professeur Bellivier, ou en addicto, la formation est toujours assez centrale, et à la fois, les professionnels manifestent le peu de temps qu'ils ont à se dédier à ça. Donc on s'est dit pourquoi pas créer des modules d'e-learning. L'idée c'est de faire des capsules vidéo avec du texte qui permet d'apporter des éléments de compréhension pour les professionnels d'addicto sur la psychiatrie et vice-versa. Nous, l'équipe Prepsy Contact, on est des pros de l'animation, de la coordination, merci beaucoup, et voilà, du déploiement stratégique. On n'est pas psychiatre, on n'est pas psychologue. Donc l'idée, c'est aussi de trouver des partenaires qui puissent nous éclairer sur ces sujets. Donc le premier, c'était vraiment sur la connaissance du public adolescent avec l'OFDT. Le deuxième, c'était sur les premiers épisodes psychotiques avec le CHU de Rouen et l'hôpital Marmottan à Paris. Et le troisième, c'était sur les outils motivationnels Oula, j'ai un blanc.
Salima, non, je sais Animé plus. par la Fédération Addiction. Ah oui, la Fédération Addiction, effectivement. Et là, il y a un prochain qui va être, qui va sortir, qui sera sur le case management. Donc, pour synthétiser ce que Manon aussi disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'outils. L'idée, c'est de pouvoir piocher à l'intérieur en fonction de ses besoins, de là où on en est dans notre connaissance du diagnostic et dans notre mise en relation avec les structures partenaires. Je passe plutôt à une partie pour vous expliquer comment le numérique avec PrepsiContact favorise la transformation des pratiques professionnelles. Ça permet de faciliter l'accès à l'information en pouvant le regrouper sur notre site internet avec le e-learning. Et l'idée, c'est que les professionnels puissent aussi se former quand ils le souhaitent, au rythme qu'ils le souhaitent, en fonction des temporalités de chacun qu'on connaît, etc. L'idée, c'est aussi, par exemple, avec les e-intervisions qui sont en ligne, de provoquer la rencontre, entre différents champs d'intervention qui n'ont pas forcément l'habitude de se rencontrer, et aussi provoquer la rencontre parce qu'en fait, quand on se déplace, on essaye d'aller au maximum aussi en présentiel auprès des acteurs. C'est qu'il y a des gens, il y a des professionnels qui sont très isolés, qui se sentent très isolés, et surtout auprès des CJC, je trouve, qui peuvent être aussi détachés des DEXAPA, donc il y a un peu cet isolement-là. Il y a aussi l'idée de valoriser, parce qu'en fait, il y a beaucoup de structures qui font déjà de la coopération, mais qui ne le valorisent pas forcément. Et l'idée, c'est aussi, comme on est un programme national soutenu par des fonds publics, de montrer l'importance de valoriser la coopération au pouvoir public, parce que aussi, c'est du temps, c'est des moyens humains qui sont mis en œuvre. C'est aussi de valoriser les projets des structures qui sont faits auprès des jeunes. Enfin, ce qui est intéressant pour nous, c'est que le projet, il est à la fois descendant et à la fois ascendant, parce qu'on va au local, on travaille des outils qu'on peut monter au niveau national pour les mettre sur notre plateforme numérique, mais à la fois, il y a des choses que nous, on pense le programme pour les développer au local, et je trouve que c'est un peu ce double mouvement qui peut être intéressant pour nourrir les professionnels. Et puis aussi le fait qu'on ait des échos des usagers, des professionnels, des proches, des institutions, avec la Fédération Addiction France, ça nous permet de mélanger des ressources différentes pour apporter le plus à notre public cible. Enfin, pour conclure, on allait plus sur les freins et leviers. Je sais pas si on le fera après. On va laisser la parole. Il y a des structures qui sont allées aussi loin que vous. Donc, merci pour cette présentation de PrepsiContact, à la fois par qu'est-ce que c'est, mais aussi des illustrations. Donc, vous avez bien montré la ressource aux professionnels et aux jeunes et tous les services proposés. Merci, on a compris, mais on en reparle. On en reparle. Une question, il faut se permettre avant de passer. Moi, j'allais vous passer la parole. Vous garderez le micro. Merci Marie-Ange. J'ai une question. Le dispositif e-intervision, quelle est la différence ou comment privilégier le dispositif e-intervision ou le dispositif intervision qui existe en région Hauts-de-France, qu'on pratique dans certains de nos établissements? Comment plus s'orienter vers l'un ou vers l'autre? Ça répond aux questions des internautes. Parle fort. Il n'est pas allumé, je pense, ton micro. Si? Il est vert? Donc cette question répond en même temps à une question de quelqu'un qui est à distance, qui dit cet outil est apparemment dédié aux jeunes. Est-ce qu'il va se généraliser pour les autres usagers souffrant de diverses pathologies addictives, autres le public jeune? Et je répondrai, il existe déjà,
puisque depuis 20 ans, des intervisions existent avec, entre autres, la pandémie, mais aussi le développement de tout ce qu'on a évoqué depuis ce matin. Les intervisions se sont adaptées, y compris en lien avec les CPTS, et donc sont devenues des e-intervisions accessibles à tous, quel que soit l'âge, et en particulier donc en addicto avec tous les professionnels qu'on a nommés, du sanitaire, du médico-social, et surtout, si possible, et s'il existe, le médecin généraliste. Merci pour la réponse. On voit bien les articulations, mais allez-y, autorisez-vous à répondre. Oui, pour préciser sur la différence, donc déjà ça permet, vu que c'est national, de rencontrer d'autres régions hors Hauts-de-France. Et nous, le programme, il est vraiment sur le public 16 à 25 ans. C'est ça. On peut, il va pousser un petit peu sur l'âge de l'adolescence parce qu'on est adolescent de plus en plus tard. Mais voilà, donc il n'y a pas tous les âges représentés et on est vraiment sur les croisements, addiction, santé mentale, troubles psychiatriques. Par exemple, peut-être que vous faites d'autres associations dans l'intervision. Oui. C'est complémentaire et je vois ça, hein, donc et même très spécifique avec Prepsy Contact, hein, vous l'avez resitué dans l'objectif et le public. Donc c'est vrai que nous avons de la chance en région Hauts-de-France, puisqu'à la fois on a ce système d'intervision et de e-intervision, puisque avec la crise sanitaire on vient de voir que Généralistes et Addiction donc avait développé donc ce dispositif, et vous venez compléter, et donc ça c'est bien sur ce public jeune, et en même temps aller chercher de l'articulation avec les professionnels, que ce soit les libéraux, que ce soit la psychiatrie, que ce soit la dictologie, que ce soit les maisons des ados, etc., etc. Mais complétez la réponse. Autorisez-vous. Si je peux juste rajouter, l'idée c'est de dire, là dans le cas des Hauts-de-France, où il y a eu déjà ce système d'intervision, les e-intervisions qu'on propose vont aussi être régionales et peuvent se développer sur des territoires où il n'y a pas déjà cette dynamique qui sur ce territoire-là est déjà très en place, très forte. Mais voilà, ça peut totalement combler des manques, et on l'a vu ce matin, hein, donc il y a des zones désertiques, et puis nous avons aussi des financements qui sont dédiés à des territoires. Peut-être que ça viendra aussi compléter d'autres territoires où nous n'arrivons pas à avoir des financements pour faire de l'intervision. C'est super, merci pour la question. D'autres questions, Anne-Françoise? Je te regarde. Non, donc on enchaîne parce que l'association Le Mail est allée encore un peu plus loin avec cette expérience réussie, hein, concernant donc à la fois le chemsex et puis on va dire la RDR sexuelle. Allez-y, vous avez été un peu plus loin, ça vous a donné des ailes et vous êtes allé à essayer de flirter avec TikTok. Voilà, pour l'instant on flirte, c'est le terme, effectivement. Non mais forte de l'expérience du service prévention, on a répondu à un appel à projet pour les 16-25 ans sur la prévention autour des addictions, plus particulièrement tabac, cannabis, alcool. Avec une proposition du groupe de professionnels qui a travaillé sur ce sujet, prévenir les addictions par les pairs via la construction et la diffusion de vidéos de sensibilisation, de déconstruction des idées reçues et de réduction des risques liés aux consommations de substances psychoactives telles que le tabac, le cannabis et l'alcool sur le réseau social TikTok. Alors aujourd'hui, le projet il est beau, il est écrit, il n'est pas encore mis en œuvre, c'est tout le challenge 2022. Et donc l'idée globale, c'est de permettre déjà à des acteurs de se rencontrer et de se fédérer autour d'un même projet. On a l'intention, puisqu'on a 2 partenariats qui se sont créés dans le cadre de ce pré-projet, avec des clubs de sport, plus particulièrement des clubs de rugby, dont le RCA Rugby Amiens. La Ligue Hauts-de-France également de rugby nous a déclaré son intention de travailler avec nous sur ce sujet. Donc c'est travailler avec les éducateurs sportifs et les jeunes sportifs, jeunes femmes et hommes, je tiens à le préciser, puisqu'il y a des équipes féminines aussi, sur des messages de prévention
L'idée étant de sensibiliser les jeunes aux risques liés à la consommation de psychoactives et à la réduction des risques. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que je viens de parler du club de sport, mais on a aussi un partenariat avec la Maison des ados d'Amiens qui s'est également engagée dans ce projet-là. De co-construire avec les jeunes des petits scénarios illustrant des scénettes qui mêlent le message de prévention et de RDR lié aux consommations. Pour faire simple, nous on amène le message, le contenu, et eux font le contenant. Comment on peut véhiculer un message de prévention de manière ludique jusqu'à ce que cette vidéo, l'objectif, devienne virale. Voilà, puisque l'idée, c'est que ça circule et que ça touche le maximum de jeunes. Donc nous, on n'a pas la prétention de dire qu'est-ce qui va faire rire un jeune, qu'est-ce qui va faire qu'une vidéo va plus être regardée qu'une autre. Ça, c'est vraiment les jeunes, et il y a des jeunes qui sont fortement intéressés par ces petites scénettes, ces petites vidéos. Par contre, nous, on vient apporter le message de prévention. Un exemple tout simple qui nous a été donné par le club de rugby, donc c'est du rugby amateur, arrivé à la mi-temps, les joueurs qui étaient sur le terrain 30 secondes avant, addicts au tabac, sortent et vont fumer une clope. Quand on sait les dégâts que cause une cigarette après un effort physique de 40 minutes, voilà, on a abordé ces sujets-là. Voilà. Eux n'avaient pas de notion ni conscience de ces dégâts. Oui, c'est la première cause de l'orthopédie sportif. Donc voilà. Alors bon, heureusement, on n'a pas de décès à déclarer, mais effectivement, il y a un véritable message à passer, et chez les plus jeunes aussi. Hein. L'idée étant vraiment de faire de la prévention via cet outil, et d'être vraiment sur une co-construction de la stratégie de communication, puisque après, au-delà du réseau TikTok de l'association, qu'il va falloir créer, la vidéo, l'objectif, c'est qu'elle circule via les jeunes eux-mêmes, via les clubs de sport, via le réseau de la Maison des ados, et ainsi de suite, que ça fasse une toile d'araignée pour toucher un maximum de jeunes sur des messages de prévention qui sont forcément éphémères. Hein, ce type de vidéo, si ça a une durée de vie de 3 mois, c'est bien. Mais oui, allez-y. J'en profite juste pour faire passer un petit message dans le cadre de la réduction des risques. Si vous pouvez faire passer le message qu'il ne faut pas de cigarette 2 heures avant et 2 heures après le sport, ce serait parfait. Alors on voit le levier fort, hein, c'est les interventions doivent s'adapter au public que l'on rencontre, et on l'a vu, que ça s'adresse à eux, mais aussi qu'ils viennent construire avec vous, hein, donc c'est ce que j'entends, hein, pour que et vous apportez le contenu, et eux ils vont apporter l'entourage, c'est-à-dire comment créer cette contagion, hein, puisque vous êtes en train de dire qu'il faut que ça s'essaime, donc c'est ça l'idée. C'est exactement ça, c'est l'essaimage du message qu'on va construire avec eux sur le message de prévention, mais eux seuls savent ce qui va faire mouche, oui, ce qui va attirer l'œil du jeune, ce qui va attirer son attention. Et donc TikTok n'est pas sorti par hasard du chapeau des professionnels, c'est des choses qui ont été remontées au contact des jeunes dans les interventions au collège, en lycée. Aujourd'hui, les jeunes collèges-lycées n'utilisent pas Facebook, hein. C'est has-been, a priori. Voilà, mais TikTok, ça fonctionne pendant encore quelques temps, puis après, ça sera autre chose. Mais d'où l'importance de vraiment partir du besoin des jeunes, et après, de travailler avec eux vraiment sur le message qu'ils veulent véhiculer, tout en leur faisant prendre conscience à eux d'abord, puisque là, si je prends l'exemple de nos sportifs, eux-mêmes n'avaient pas conscience du danger dans lequel ils pouvaient se mettre. Et alors, vous allez avoir combien de moyens? Parce que, vous savez, faire des posts ou des vidéos... moi, je ne sais pas, c'est des vrais professionnels. Vous voyez, quand je vois tourner aujourd'hui ce qui passe sur TikTok, c'est des partenariats. On n'est pas formé, on a besoin de moyens pour s'associer à des vrais communicants, voire même à des influenceurs. Je ne sais pas, c'est là le frein, c'est là où vous devez aller chercher des moyens. Oui, c'est là où on va aller chercher des moyens chez les jeunes, puisque nous, effectivement, on ne sait pas faire.
à moins qu'un des professionnels de l'association ait un talent caché que je ne connais pas, et je l'invite à se manifester. Mais officiellement, nous, on ne sait pas faire. Par contre, les jeunes qu'on accompagne, certains ont même déjà pu montrer à des professionnels des vidéos qu'ils ont tournées, eux savent faire. Donc nous, on apporte le matériel technique, le téléphone, les lumières, les différents accessoires nécessaires. On a un petit budget aussi, s'il le faut, pour un petit professeur de théâtre ou un petit réalisateur. On a un centre social sur Amiens qui est très actif, un centre socio-culturel sur ce type de projet. Donc on pourrait s'allouer un petit peu de prestations. Mais surtout, les jeunes, parce que eux savent faire des vidéos. Ils nous l'ont montré et ils sont vraiment, c'est vraiment acteurs de motivation. Et ça permet du coup de toucher des sujets très sensibles qu'on ne peut pas aller échanger de but en blanc avec un jeune. On n'est pas là pour faire la morale, nous ne sommes pas des sachants par rapport à eux, mais vraiment là pour apporter juste un message de prévention. Oui, quelque chose à compléter? Non? Je vous ai coupé la parole. Vous vouliez dire quelque chose, docteur Loez? Oui, non, je me posais la question, mais vous avez plutôt répondu sur j'imagine TikTok, je ne suis pas très au fait, mais j'imagine qu'il y a aussi des influenceurs et des gens qui ont fait des vidéos et qui ont cartonné. Et c'était savoir si vous alliez éventuellement pouvoir voir avec eux pour qui vous aident à construire ou si ça allait être très local. Non, on n'a pas pris contact avec des influenceurs qui peuvent passer dans certaines émissions ou autres. Non, on reste sur du local et sur de l'amateur. Hein. Mais, alors, voilà, il y a des envie de bien faire, moi j'entends. Intervenants de prévention, quand même des choses bien abouties et avec un certain nombre de vues. Hein, donc, c'est que ça fonctionne. Les professionnels médicaux que vous êtes en exercice libéral, un point de vue sur TikTok, on vous filmerait. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? TikTok, non, je vois comme tout le monde passer une vidéo ou deux de temps en temps. Je trouve ça un peu rigolo, mais voilà, j'ai pas d'avis particulier. Non, je vous dis, moi c'est Twitter qui est un réseau social qui a un avantage. Alors je ne sais pas si c'est très bon pour parler avec des jeunes, mais en tout cas entre professionnels, il y a un vrai intérêt et une diffusion de connaissances et de liens qui se créent et qui est vraiment très très intéressant. Mais vous voyez comme quoi la prévention se renouvelle aussi et adapte leurs outils au public. C'est ça que l'on retient de tout ce que vous avez fait de ce travail. En tout cas, moi je pense qu'après Psycontact, je vais poser la même question. C'est de se dire aujourd'hui, vous nous avez séduits. Hein, donc je ne connaissais pas forcément et je pense que les internautes qui sont autour de nous sur cet atelier ont découvert aussi les champs des possibles de cette plateforme, de ce programme, parce que c'est un vrai programme de ce que l'on voit, à la fois pour les professionnels et pour les jeunes. Vous avez beaucoup travaillé, on l'a vu, sur les outils de médiation, de formation, d'intervision autour des professionnels. Il arrive la question, vous nous avez dit, des usagers, donc là, et des jeunes. La même question. L'avenir, les leviers, les freins. Je ne sais pas si vous voulez nous en dire un mot. Je sais que vous aviez une diapositive en plus sur les freins. Donc, mes connaissances de comment vous allez faire pour faire connaître auprès des jeunes, donc, et même des professionnels. Donc la parole est à vous et après on cédera aussi, on verra sur le chat et on laissera la parole. Ça vous va comme ça dans l'organisation, pour que le public voit bien. Vous avez un nouvel abonné sur Twitter pour Psycontact. Ah ben voilà, parfait. Merci docteur Loez. On compte sur vous. Alors peut-être pour répondre aux intervenants, Psycontact, vu qu'on est sur 3 cibles différentes, on essaye de faire justement attention aux réseaux sociaux en fonction des cibles. On a repéré que les institutionnels sont plus, et les libéraux effectivement, sur Twitter. Pour les professionnels médico-sociaux, on est plus sur LinkedIn. Et pour les usagers, il y a Facebook, parce que l'un dans l'autre, usagers santé mentale utilisent beaucoup Facebook parce qu'il y a des groupes un peu de soutien, d'autosupport en ligne. Et après, Instagram.
Et là, on a intégré un père aidant community manager qu'on accompagne pour développer ce versant communication, qui est effectivement dedans, on a moins les compétences, je suis d'accord, et puis c'est très chronophage, il faut dire les choses, alors que notre métier, c'est autre chose, pour faire simple. Et je voulais juste rebondir aussi sur le fait de travailler avec les jeunes, où je trouvais intéressant parce que ça les valorise aussi, le fait, je pense, de pouvoir vous donner comme des conseils, vous accompagner aussi, vous, dans cette montée en compétences sur les réseaux. Et pour revenir sur un outil qui a été évoqué, sur les vidéos, sur les fiches d'interaction que Manon a évoquées, on a aussi fait en parallèle des vidéos qui, elles, autant les fiches sont plutôt à destination des médecins, des professionnels, parce que c'est quand même des choses assez techniques en termes d'interaction, autant les vidéos, ça permet de façon assez ludique, c'est fait par des étudiants en pharmacie, de comprendre justement dans notre corps, dans notre organisme, l'interaction entre les deux molécules et pourquoi en fait c'est quand même intéressant d'en parler à son médecin si on a des autres consommations, parce que ça va avoir un impact en fait sur le dosage des traitements, etc. Sinon, concernant les freins et leviers qu'on a pu repérer au sein du programme, tout à l'heure on parlait du bridging. Dans le cas des bridging, on essaye de nommer un référent Prepsy Contact au CMP, un à la CJC, et le turnover assez important de personnel fait que du coup des fois il peut y avoir des ruptures dans le suivi du projet. Donc ce qu'on met en place parfois, ou ce que les équipes mettent en place, c'est des outils en fait, comme des classeurs ou comme un process matérialisé Prepsy Contact dans l'établissement. Comme ça, s'il y a des professionnels qui changent, il y a un outil qui permet de recenser toutes les réunions qu'on a faites, etc., les outils qui ont été développés à partir de là. Le temps est un enjeu assez important. Le temps, par rapport à la crise sanitaire, où clairement la coordination n'était pas un besoin essentiel, comme on peut le dire. Le manque de personnel, tout ce qui a trait à la crise sanitaire actuellement. À la fois, ce sont des acteurs qui ont besoin et qui nous signifient leur volonté de prendre ce temps d'arrêt, de pause pour réfléchir, pour collaborer, mais à la fois, c'est vrai qu'on est vraiment aussi sur un travail logistique, de trouver vraiment un créneau possible. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Ça a été évoqué par Salima au tout début sur l'ambivalence entre coopérer et la compétition, en fait. Parce que souvent, les établissements, en plus, historiquement, dans l'histoire médico-sociale et sanitaire, il y a quand même des enjeux un peu de compétition. Il y en a qui ont l'impression qu'on prenne la place de l'autre, ces choses-là. En plus, sur les logiques appel à projet qui sont actuelles, il y a cette compétition qui est un peu titillée, et à la fois, les financeurs incitent à la coopération. Donc du coup, après, on se retrouve dans une injonction paradoxale qui peut faire des fois un peu obstacle. Donc c'est aussi à nous de travailler ça avec eux. Pour revenir au numérique, les enjeux principaux que vous avez évoqués, donc on est assez raccord, c'est déjà pas d'outils numériques. On est sur des hôpitaux où tous les professionnels n'ont pas d'ordinateur. Il faut se remettre bien ça, je pense, en tête. Ou des connexions, il y a des pare-feux dans certains hôpitaux qui empêchent les visioconférences, tout simplement. On a eu l'expérience cette semaine. Aussi, il peut y avoir les outils, mais pas la compétence et pas l'appétence. Donc, Prepsy Contact, on est aussi là pour, je pense, sensibiliser à la maîtrise de ces outils, parce que l'un dans l'autre, ça va être un peu le monde de demain, le monde d'aujourd'hui, pour la transformation des pratiques professionnelles. Enfin,
par rapport au CPTS, c'est... Effectivement, nous, ça nous semble essentiel de les intégrer, mais c'est pas si aisé que ça, parce qu'effectivement, on parle du temps soignant, on parle du temps médico-social, le temps libéral, c'est autre chose encore. Et pour arriver à conjuguer entre les trois, ça peut être parfois compliqué. Après, il y a aussi la complexité que toutes les CPTS, alors déjà, tous les territoires ne sont pas couverts par une CPTS, donc il y a une inégalité géographique là-dessus. Deuxièmement, toutes ne sont pas au même état d'avancement. Donc celles qui sont en train de se constituer, elles ont besoin déjà de se connaître avant de connaître les autres, je pense. Et enfin, celles qui sont très actives et qui sont bien constituées nous disent tout simplement, et à juste titre, mais nous c'est notre travail de faire la coordination au sein de notre territoire, donc on n'a pas forcément besoin du programme. Donc c'est pour ça qu'on essaie vraiment de présenter l'éventail des outils en disant les CPTS, elles peuvent peut-être juste prendre les e-learning, la ligne téléphonique, mais pas l'ensemble du package Prepsy Contact. C'est pour ça qu'on essaie de s'adapter assez là-dessus. Je crois que j'avais une autre idée, mais elle est passée, donc c'est pas grave. Et je pense qu'on va conclure ici. On vous remercie en tout cas de nous avoir accueillis. Mais c'est nous qui vous remercions d'avoir été aussi, on va dire, clairs et cohérents. Donc dans l'approche, en ne voulant pas prendre la place d'eux, mais bien en insistant sur le fait que vous êtes un service avec des services, une offre de services, pour mieux articuler donc le croisement de ces problématiques, à la fois pour les professionnels et les jeunes. On a très très bien compris. Merci beaucoup. C'est vrai que je suis sûre que nos internautes ont découvert votre offre. Il y a sûrement peut-être encore des questions. C'est vrai que le mot à la mode est CPTS. Donc c'est un enjeu, et vous avez traduit aussi l'enjeu de ces communautés, j'avais bien dit. Donc le numérique va croiser l'individuel, l'humain, le non-humain, mais aussi la communauté. On peut considérer que les CPTS, c'est vraiment cette communauté de professionnels. À juste titre, vous l'avez dit. Donc, ils prendront des services quand ils sont moins organisés, ou prendront d'autres services où il y a des choses qui existent. Donc, il faudra faire avec l'existant. Il y a quand même cette fracture numérique que vous avez indiqué, donc à la fois non pas que par le matériel, mais aussi par les appétences et les compétences et les habilités, on l'a dit. Et puis, on a aussi cette idée autour de nos stratégies de prévention, parce qu'il y a derrière, et c'est vrai, cette idée de se dire, doit-on se renouveler en prévention pour aller rejoindre nos publics aussi, parce que là, on a vu, c'était le prendre soin, l'articulation, mais il y a aussi toute cette prévention, et notamment les messages de prévention. Doit-on se renouveler? Vous l'avez expliqué aussi, donc ce renouvellement autour des réseaux sociaux, et aussi tous les enjeux dans votre équipe. C'est parce que c'est pas gagné comme ça, c'est pas parce qu'on décrète d'aller faire des outils ou d'aller co-construire des outils que c'est gagné d'avance. Et puis, bien évidemment, merci aussi d'avoir dit qu'une plateforme qui existait depuis 2017, Prédis, qui est en train qui vous a facilité quand même un peu la vie aussi pendant ces consultations, enfin c'est pendant la crise sanitaire, pour aller toujours garder un lien avec vos patients. Donc à la fois des points positifs, mais vous ne nous avez pas parlé, vous, des freins. Aujourd'hui, un petit peu, vous nous avez dit aussi, quelque part, qu'il y avait, c'était chronophage, qu'il y avait de la perte en ligne. Ouais, alors j'aurais beaucoup de choses à dire. J'étais très intéressé par toutes les interventions que j'ai entendues. Effectivement, au niveau du temps, on n'a pas le même temps. Nous, en général, quand on fait des formations, quand on se réunit et tout ça, c'est parfois le midi ou le soir. Moi, cette semaine, j'ai 4 réunions à 20h30.
Donc tous les soirs, je suis en réunion, parce que la journée, c'est... Des réunions de coordination ou des réunions de téléconsultation? Ah non, de coordination ou de travail au sein de l'URPS. La journée, normalement, c'est au cabinet. Alors là, j'ai une interne au cabinet, donc une étudiante en médecine qui est en autonomie et qui me permet d'être là aujourd'hui, et je peux faire d'autres choses, notamment au sein de l'URPS de la prévention, grâce à la maîtrise de stage, au fait d'accueillir des étudiants. Sinon, je ne pourrais pas le faire. Et la prévention, c'est du temps. Ça, c'est vraiment... c'est compliqué pour... alors, je parle toujours pour les médecins, mais c'est compliqué pour les médecins, certains médecins, parce que y a des territoires où... il manque tellement de médecins que les médecins sont obligés d'aller plus vite, de faire des consultations plus courtes et qui n'ont pas forcément le temps de passer beaucoup de messages et sont plutôt dans le soin, dans l'urgence, dans les maladies, donc arrivent un peu après la bataille parfois. Et même quand on a du temps, le problème c'est que on n'est pas bien payé pour faire ça. C'est-à-dire que ça peut paraître un peu surprenant, mais un médecin, mieux il fait son travail, moins il est bien payé. C'est beaucoup plus rentable, c'est horrible ce mot, mais d'enchaîner les consultations toutes les 10 minutes, 15 minutes, plutôt que de passer 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes à faire un entretien motivationnel pour essayer d'expliquer et de trouver chez quelqu'un qui a une addiction ou quelque chose comme ça, quels sont ses leviers à lui et comment on va pouvoir l'aider au mieux. Et ça prend beaucoup de temps. Donc un outil comme programme PrEP/Psycontact, quand vous faites un premier repérage, c'est des choses qui pourraient vous faciliter aussi. Oui, c'est pour ça que le pluriprofessionnel, à mon avis, a un vrai intérêt. J'essaye c'est un peu ma marotte à moi, j'essaye de mettre en place une consultation prévention, mais c'est difficile avec les négociations avec l'ARS et la CPM qui n'ont pas très envie de faire une consultation complexe. Et pourtant, je pense que ça pourrait vraiment être très intéressant pour les addictions, mais pas que. Et je suis allé... Madame Hirsch m'a invité à venir voir une intervision et j'ai pu aller voir ce que c'était et ce lien est vraiment très très intéressant. C'était sur le temps du midi, donc j'ai pu me déplacer et réfléchir avec d'autres acteurs autour d'un problème spécifique et voilà, moi j'ai adoré le principe. J'ai même peut-être un patient qui me pose souci et que je pourrais... voilà, donc ça, le lien... C'est de la découverte, donc il ne faut pas lâcher, donc il faut présenter. Vous vouliez prendre la parole sur quelque chose? Oui. Allez-y, autorisez-vous avant qu'on passe sur D'accord. le chat. On n'a plus que 5 minutes. Alors D'accord, je cours. Juste, c'était pour revenir sur la notion d'urgence, qui est un sujet qui est assez récurrent quand on fait des réunions de bridging. L'idée, c'est face au temps dédié à la coordination. Ce qu'on peut observer, c'est que si un binôme est bien huilé et bien coordonné, se connaît en amont, mine de rien, au moment de l'urgence, ça accélère des choses. Et c'est vrai que c'est un peu une logique de temps à déconstruire, qui est compliquée, mais en même temps, tout simplement, si on appelle dans l'urgence, avec une situation complexe, quelqu'un qu'on ne connaît pas, il n'y a rien qui fait en sorte que les choses soient facilitées, on va dire entre guillemets. Et aussi pour revenir, c'était l'idée que j'avais perdue tout à l'heure, concernant prendre la place d'eux, ne pas prendre la place d'eux, c'est quelque chose qui revient souvent aussi en bridging, qui est dit que si chacun fait vraiment ses missions et n'essaie pas de prendre la place de l'autre, c'est aussi pour lutter contre un sentiment de toute puissance. Et donc du coup, après, où on porte la faute, on porte la responsabilité sur que la coordination permet d'éviter ça. Et dernière chose, et j'arrête, sur le dernier canal de communication qu'on n'a pas évoqué, mais on a une newsletter à destination du public. D'accord, moi je passe la parole à Anne-Françoise. Oui, il y a une question qui a déjà été évoquée en partie par François Levez.
quelqu'un qui dit, avez-vous, donc ça s'adresse au MAI, avez-vous dans votre équipe des experts en communication chez les jeunes extérieurs à votre équipe? Pensez-vous à vous allier à des influenceurs pour promouvoir votre message? Sur la question des influenceurs, vous avez déjà répondu, mais sur la question effectivement des experts en communication, j'en profite parce que effectivement vous avez mis en avant la déconstruction des idées reçues et je me posais cette question. Est-ce que nous, professionnels du sanitaire, du médico-social, on est en capacité de repérer à partir d'un entretien avec les jeunes comment déconstruire les idées reçues? Je pense effectivement qu'il y a des professionnels qui peut-être pourraient être intégrés par la suite. Alors, on n'a pas d'experts en communication, soyons clairs. On n'a pas le souhait non plus de s'attacher à un expert en communication au sens agence de communication, lobbying, pas du tout. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure par contre de s'allouer peut-être les compétences d'un professeur de théâtre ou d'un réalisateur, enfin de quelqu'un autour de la construction artistique. Après, déconstruire les représentations, les idées reçues, les équipes de prévention, et pas que, elles font ça au quotidien. Comme par exemple les doses barres de consommation de verres d'alcool. Si je bois 3 bières, c'est quand même moins compliqué et c'est moins d'alcool que si j'ai bu de rhum. Aujourd'hui, chez les jeunes, on est aussi confronté à ces représentations-là. Et quand on entend déconstruire, c'est déconstruire ça. Donc ça, c'est des messages que les équipes, elles portent au quotidien. Et donc, voilà, boire de la bière, si je bois 1 litre de bière, j'ai bu tant d'unités d'alcool. Et donc, je suis alcoolisée au même titre que si j'avais bu X unités de whisky, par exemple. Et ça, c'est une vraie problématique qui a été aussi partagée avec le service de santé universitaire d'Amiens, où vous posez la question à un jeune aujourd'hui, est-ce que vous avez bu avant d'aller en soirée? Il va vous dire non, sauf qu'il a déjà bu 2 pintes. En général, un Red Bull aussi pour un peu de puissance. Mais il va vous dire non, alors qu'il a déjà un certain taux d'alcool dans le sang. Donc c'est ça qu'on entendait par déconstruire les représentations. Une toute petite anecdote que je trouve un peu rigolote, ça ne touche pas que les jeunes, parce que je me souviens des courriers du CHU où c'était marqué « Buvez-vous de l'alcool ?» entre parenthèses, y compris vin et bière. Ça fait longtemps qu'on n'a plus ça. Ah bon, d'accord. Donc, Anne-Françoise, autorise-toi de nouveau encore à... Y a-t-il des choses encore que nous n'avons pas abordées? Non, moi je pense que l'essentiel a été dit et c'est vraiment des projets qui sont vraiment innovants et toute cette population des jeunes, c'est très important d'utiliser les mêmes outils qu'eux. C'est le seul moyen de dialoguer avec eux, c'est évident. C'est ça, pas de problème. Une question dans la salle? On a un intervenant? Non. Donc, nous avons... Merci. Merci à vous. On s'était dit que 2 heures, ce serait peut-être trop pour traiter le sujet. Pas tant que ça. Et on a traversé plusieurs concepts. Donc, de l'aller vers, de la co-construction, des services rendus, de la e-formation, de l'intervision, des outils. Merci beaucoup. Le sujet est vaste. On a essayé d'y mettre quelques repères. Merci beaucoup à vous. Vous savez qu'à 16h, nous enchaînons avec une conférence de Xavier Briffaut, qui est là déjà dans la salle. Et donc, nous allons mettre un terme à cette conférence. Merci beaucoup à tous pour cet atelier. Merci.